comme à l'école, on se parle de bricole, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un peu le bilan du mois d'août et aussi le spécial Tournée des grandes cultures 2022 qui s'est déroulé le 25 août dernier. Je vous souhaite la bienvenue. Christian Dionne, podcast agricole du Québec, et l'animateur aussi des lives, des podcasts live qu'on fait une fois par mois. Je vais vous présenter les invités qu'on a ce soir pour le live. On commence avec Jean-Philippe Boucher, un habitué, ben, il n'a pas bien le choix. C'est quand même, c'est lui l'état des cultures et la tournée des grandes cultures. Salut Jean-Philippe. Salut Christian, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui, très bien. Là, on a passé au travers, là. Là, on a tout donné. Fait que c'est très content. Parfait. En face de moi, dans mon garage, j'ai Daniel Carey du Club Yamasol, mon agronome. Salut Daniel. Bonsoir. Ensuite, en dessous de moi, j'ai Annie Desrosiers de Pioneer ou Corteva, ou en tout cas, directrice de compte ou non, c'est pas directrice de compte. Québec. OK, c'est bon. Donc, Annie Desrosiers de Pioneer. Bienvenue, Annie. Ensuite, Claude Lafrance des entreprises de la France et aussi producteur agricole. Bonjour, Claude. Salut. Et finalement, Michael Mathieu de G3. Salut, Mathieu. Salut Christian. Michael. Puis, es-tu producteur agricole aussi, toi? Oui, je suis producteur agricole de grandes cultures dans le Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent? OK. Ouais. Je pensais que dans ce coin-ci. C'est bon. Ben, je reste à Saint-Hyacinthe. Je suis natif de Saint-Hyacinthe. On a des terres, on cultive des terres dans le Bas-Saint-Laurent. Ah, ben c'est bien. Donc, la formule pour ce soir, on va parler un peu parce que chaque personne qui est ici a visité une région, un trajet dans une des 4 régions, ou 5 régions, lors de la tournée des grandes cultures. Mais pour commencer, Jean-Philippe, tu vas nous présenter, tu vas remercier des commanditaires de la tournée, puis il y a les commanditaires aussi de l'État des cultures, qui est quand même deux choses différentes avec sensiblement les mêmes commanditaires, je vous dirais. Là. Oui, effectivement, mais là, il faut faire la part des choses. On est là pour parler de la tournée aujourd'hui exceptionnellement, mais on a l'État des cultures, on a la tournée des grandes cultures. C'est 2 événements en tant que tels qui sont distincts, mais qui, évidemment, se rejoignent. Donc, dans le cas de la tournée, les partenaires, cette année, on avait Richardson, on avait G3, on avait Solio et Québec, Greenfield, Novagrain, AgroCentre, Banque nationale, Ceresco, FAC, DECAB, les entreprises de la France avec Claude, et après ça, on avait Syngenta, Yamasol avec notre ami qui est ici, Daniel. Après ça, le Bulletin des agriculteurs, Groupe ProConseil, Grainwiz, Agri-Conseil, Masca et Pleine Terre. Donc, puis, tu sais, c'est vraiment important de le mentionner. Sans ces partenaires-là, on ne serait pas capable de faire cette activité-là. Ça prend des sous, évidemment. Donc, c'est vraiment un support qui est très important et qui est très apprécié. Donc, merci encore à tous les partenaires. Donc, voilà. Là, après ça, je pourrais remercier aussi. Je veux quand même prendre 2 secondes parce que là, tout est terminé, mais aussi tous les participants. On a eu une participation record cette année, 76 personnes qui ont participé à la tournée des grandes cultures cette année. C'est un record. Normalement, le maximum qu'on peut atteindre, c'est 84. Donc, très, très, très content. Merci à tous les gens qui ont participé. Merci à toutes les entreprises qui sont joints à nous. Il y en a vraiment plusieurs. Je ne les nommerai pas tous. Les producteurs agricoles qui sont joints à nous aussi. Puis les intervenants aussi. Puis il y a quelques clubs conseils aussi au travers de ça. Donc, merci beaucoup. C'est très apprécié. Donc, voilà. Pour les bénévoles, vous pouvez inviter beaucoup du monde qui ne sont peut-être pas issus du milieu agricole, comme moi, par exemple. J'ai invité mon beau-père, le conjoint de ma mère depuis les 25 dernières années, nouvellement retraité d'Hydro-Québec. Je lui ai demandé, veux-tu venir avec nous autres? Je ne connais rien dans le maïs. C'est pas bien grave, c'est de la prise de données qu'on fait. Et à la fin, il était capable de dire, quand on rentrait dans un champ de blé d'Inde, oh,
c'est beau ou ça fait dur. Là, il était capable de reconnaître les champs. Là. Fait qu'il a appris assez vite. Donc, juste une question, Jean-Philippe. Est-ce que tu avais plus de producteurs? Il me semble que moi, dans notre gang, on avait quelques producteurs. Puis je sais que dans la région de Saint-Hyacinthe, j'ai vu l'ensemble des nouveaux producteurs qui ont adhéré. Non, malheureusement, à chaque année, ça, c'est un des défis qu'on a. On aimerait ça qu'il y ait plus de producteurs qui se joignent à nous. Malheureusement, les producteurs sont souvent très, très, très occupés à ce moment-là de la saison. Donc, on a quand même toujours un peu de difficulté. Normalement, on a à peu près 10-15 de producteurs qui participent à cet événement-là à chaque année. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais c'est ça. Malheureusement, je pense que tout le monde a la bonne volonté de vouloir participer, mais c'est le manque de temps un petit peu, là. Donc, ça répond à ta question. Good. Donc, pour ce faire, on va commencer. On va présenter, chaque personne a déjà été présentée. Elle va nous dire le trajet qu'elle a fait, dans quelle région, puis ils vont nous parler de leurs observations dans le maïs et dans le soya. Donc, on va y aller personne par personne qui vont nous parler de leur journée à eux autres. Donc, on va commencer avec celle qui est en face de moi. Bonjour, Daniel. Toi, tu as fait une trail dans le centre du Québec. Oui, on commençait à Saint-Eugène. Puis ensuite, on s'est dirigé par Icam, Lefebvre, Drummondville, ensuite Saint-Cyril. Puis dans le fond, tu étais au sud. Oui. Au sud du centre du Québec. On passait Saint-Lucien, Sainte-Élisabeth pour se rendre à Plessis-Ville. Mais finalement, on a fini à Sainte-Élisabeth de Warwick. On a fini notre run avant. Pour le maïs. Oui. Le maïs, nous, c'était, comme Annie mentionnait tantôt, mais hors ligne. C'était assez variable. Puis nous, c'était vraiment les pires champs. Les pires champs. Nous, c'était quand même assez bien, mais la population dans le maïs était là. Les cannes étaient très petites. On ne voyait pas vraiment de carence d'azote globale. Mais les épis étaient plus petits, mais du côté Saint-Eugène, Drummondville, avant, dans ce coin-là, était plus... Mettons, côté ouest de la rivière Saint-François. Oui. OK. Ensuite, rendu à Saint-Cyril, là, ça commençait à augmenter graduellement. Puis là, le pic était vers Sainte-Élisabeth, de Warwick. Ah oui, Sainte-Élisabeth de Warwick, c'est là les plus beaux champs que tu avais vus. Ah oui? Oui, les épis étaient vraiment beaux. Mais tout le monde, avant, on voyait des types bacs, là, que l'épi n'était pas assez bien rempli. Mais c'était juste vraiment, on ne voyait pas de maladie. On a vu peut-être un champ avec du VGOH, du verre gris oriental, du haricot, mais pas tant que ça. Il n'y avait pas de maladie, pas rien de désastreux là, global. C'était juste peut-être par rapport à la température, date de semis qui faisait la différence. Parce que pourtant, dans le coin de Warwick, ils ont eu un printemps assez difficile, me semble. Ben, peut-être qu'on a pogné juste le rang qui était beau, mais c'était vraiment, on avait plus de rangées, plus de grains. Puis il était rempli au bout, en tout cas dans les champs qu'on a eus. Ah ben, peut-être que dans ce coin-là, les champs sont bénis par la fromagerie du presbytère. Puis dans le soya, dans tes observations. C'était la même chose. C'était plus variable là, du côté ouest de l'autoroute. Là. Et ça n'était plus uniforme après. Puis as-tu vu des champs de 30 pouces dans ce qui est à beau? Des champs aux 30 pouces qui avaient fermé les rangs? Parce que cette année, c'est assez rare. Ben, c'était tout le temps, pas complètement, mais presque. OK. Encore là, c'était plus beau de l'autre côté de l'autoroute. Puis des têtes remplies, t'en as-tu vu? Oui. Ah oui? Oui. Chanceuse. Mais pas beaucoup, mais on en a vu. C'est pour ça que c'était variable d'un champ à l'autre, mais on avait eu beaucoup, justement, des ronds dans le champ dû à beaucoup de pluie. C'était vraiment l'unité, là, la conformité du champ là, qui était variable. OK. Good. Parce que ça conclut pas mal. Est-ce que ta journée s'est bien déroulée, Daniel? Oui. Oui, malgré le flat? Je ne pouvais pas être avec une meilleure équipe. C'était vraiment bien. Parce que dans ton équipe, tu avais Evan Gosselin qui travaille justement aux entreprises de la France. OK. Fait que... non, vous avez eu une bad luck, c'est ça que tu nous comptais, là. Bon, c'est bien parfait. Hey, question, moi, Christian, pour notre ami Daniel. Tu sais, parce que je m'interroge, mais cette année, il ne me semblait pas avoir non plus beaucoup de maladies. Ça, c'était assez uniforme un peu partout. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, là. Tu sais, j'ai entendu des cas de sclérotinia, j'ai entendu de la moisissure blanche, mais c'était quand même curieux. Je me serais attendu à beaucoup plus de maladies que ça, considérant tous les coups d'eau qu'on a eus, l'humidité qu'on a eue. Y a-t-il quelque chose que tu vois là-dedans ou c'est-tu moi qui a mal vu cet élément-là?
je vais répondre, il n'y a tellement pas de canopée dans le soya que c'est dur de capter, que l'humidité reste dans le soya. Vu que le gros du 30 pouces, c'est de la misère à cacher les reins. Veut pas, il ventile. Là. Je ne sais pas si Annie, tu es d'accord avec ce que je dis là. Je dis peut-être un paquet de niaiseries. Là. Écoute, moi, j'aime dire que la nature est plus forte que toutes nous autres mutantes, puis qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça, on a pogné des années de sécheresse pendant la floraison, puis on se dit qu'il y a pas de moisissure blanche, puis dans l'Est, on a pogné des années à moisissure blanche, c'était sec dans le temps de la floraison. Cette année, il y a des rangs de 30 pouces qui sont fermés, puis tout le rang de 7, de 15 pouces qui sont fermés, où on n'a pas de canopée comme les autres années, mais il y a des places où les rangs sont fermés et on a été en masse. Il y a peut-être quelque chose dans le mois de juillet, puis ça a peut-être changé la donne, ou est-ce que ça a ralenti le développement de la maladie, mais là, il n'y en a pas cette année. En général, dans l'Est, là, on en a tout le temps. C'est facile de trouver des champs, de trouver de la maladie. Puis, j'en trouve pas cette année. J'en trouve pas à nulle part. Donc, je n'étais pas fou, parce que moi, c'est ce que j'ai vu à travers toutes les observations. Tu sais, oui, des mentions par-ci, par-là, mais pas tant que ça, vraiment pas tant que ça de maladie. Fait que ça, c'est un score positif pour les cultures. Là. OK. Mais merci. Moi, c'était ma question. Parce que nous, dans notre site, sur notre trajet, il n'y a aucun, dans le soya, aucune maladie. Ah ben, c'est le fun. S'il y en a d'autres qui ont des questions à poser dans le chat, là, gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Ensuite, on va continuer avec Annie Desrosiers. Tout à fait la Rive-Nord. Une trail dans la Rive-Nord. Une trail dans la Rive-Nord. Nous autres, on est parti des îles de Sorel. On est allé sur le bord du fleuve. Puis, on s'est en allé vers Sainte-Élisabeth, Saint-Félix, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Saint-Justin, Saint-Léon, Yamaché. On a fini à Saint-Cuthbert. C'était la route de campagne. Puis, dans le maïs, on a vu, ce que je pense que c'était le plus impressionnant, c'était de toujours prendre les mêmes épis, le 5-11, là. Et j'ai jamais vu 3 épis. Fait que, on les a choisis parce qu'écoute, on partait, c'est pas moi qui faisais le tape à terre, mais on ramassait toujours 3, un gros épi, un moyen, un petit, un gros, 2 petits, un, 2 moyens. Oui, c'est vrai qu'on trouve qu'on a plus de tours de cette année. Parce que dans les articles, le 14, c'est le normal, mais là, on avait le 16. Et puis, barrière, puis du nosing back, là, c'était très, 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 très commun dans nos échantillons. Il y en avait tout le temps. Fait que je pense que c'est ça qui va décevoir les gens, et qu'on rentre dans le champ rapidement, on va cracher nos yeux sur les beaux épis. Mais quand on ramasse toujours le 5, 8, 11, qui sont jamais égales dans aucun champ, ben, ça parle qu'on n'aura pas le rendement exceptionnel à la transformation des pour le rang. C'est ça qui m'a marqué le plus dans le maïs. Puis de la carence d'azote, je ne peux pas dire que c'est flagrant. Les 2 feuilles du bois étaient tout le temps jaunes, mais sans dire qu'avec une carence, ça montait d'un haut, ça tout le temps les 2 feuilles. La variabilité sur le rang, c'est ça qui m'impressionnait le plus, le nose and back. Dans notre territoire, moi, je reste à Louisiane. Ça a été sec à un moment donné. On a pogné des cellules d'orageux, nous autres, ça n'a pas l'usé, du tout. Puis, dans notre situation, j'avais hâte qu'il mouille à un moment donné, parce que moi aussi, je suis productrice agricole. Puis, on manquait d'eau à la les orages passaient partout, ne passaient pas dans certains endroits. Fait que ça me fait expliquer des places on n'a pas manqué d'eau, je ne comprends pas. Mais il y a des places qui peuvent manquer d'eau dans un timing très spécifique et 2 semaines suivant la pollinisation. Il y a peut-être la chaleur, il y a peut-être un stress, mais c'est tellement variable des orages que c'est En général, là, dans la trail que tu as faite, Annie, c'est-tu pas mal des terres sableuses, des lombes, as-tu beaucoup d'argile? Écoute, on a de tout. Mais quand je m'en vais par sévère, c'est plus des lombes sablonneux. Mais sinon, on avait des lombes et des argiles. On avait de tout. Puis dans l'année dernière, là, je sais qu'on a eu des gros coups d'eau ce printemps. Ça fait mal. Les déluges de 80-100 mm, on voyait des photos passer sur Facebook. Là. Il y a des régions que ça a fessé au mois de juin. Fait que ça peut causer la variation dans le champ parce que à cause des sols saturés qu'on a eu à certains moments. Là. Parce qu'il y a eu une secousse, justement, c'est-tu fin mai ou début juin dans ce coin-là? Il y a eu un méchant gros coup de vent qui est passé. Puis une maudite chance que le coup de vent n'est pas passé à ce temps-ci de l'année. Le vent, il aurait couché à terre à tabarouette. Là. On n'en veut pas de coup de vent. Non.
Non, on veut pas de 1999 encore une fois. Là. Pas 2019. 2019. C'est comme un petit derecho. Ouais, hein? Ouais. Oh, oui. Oh, oui. Ça a balayé un bon bout de la Rive-Nord. Oui. C'est comme ce qui était arrivé justement, c'est-tu à 2020 aux États-Unis? Derecho, c'était, 2020. À août 2020, il me semble. Oui. C'est après ça que le maïs s'est mis à monter. Ouais. Oh, oui. Mais il y avait d'autres raisons aussi. Je pense que ça, c'était juste l'étincelle dans le gaz. Ouais, ben après ça... On ne parlera pas de marché, là. On ne parlera pas de marché. On n'est pas là. Et dans le soya, Annie? Dans le soya, écoute, on a vu des champs avec des carences de potasse. Je pense qu'on Chanel a parlé comme des producteurs où est-ce qu'on a eu des pourritures racinaires. Je pense pas que c'est des vraies carences de potasse, mais plutôt des carences imposées par les baisseurs dans les champs et l'accumulation d'eau. Les champs de soya étaient quand même beaux en général, mais quand on prenait les plants, on comptait le nombre de gousses. Il y a le nombre de gousses qui est important, mais il y a le nombre de vignes dans la gousse qui est aussi important. Puis quand on a regardé dans le milieu, là, il y avait beaucoup de 1-2 vignes. Je partais avec des 3 vignes, j'avais 1-2, après ça, je remontais les têtes. Tout le monde appelait ça la coura du voyage du Sud. Là. Mais je n'en ai pas vu beaucoup. Peut-être voir moins de voyage dans le Sud cet hiver, mais non, les salles étaient vraiment populaires. Je pense que c'est ça qui avait fait. On a rencontré quelques profiteurs qui venaient dans le champ, on a eu des belles rencontres. C'était vraiment compliqué dans le champ de soya, mais en même temps, c'est là quand tu leur dis ce que tu es allé voir dedans. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des surprises, que le champ paraît beau de l'extérieur, il n'y a aucune maladie, c'est vert. Je pense que le nombre de vignes dans les gousses ne sera peut-être pas au rendez-vous pour des rendements records. C'était combien la moyenne du nombre de gousses, Annie? Écoute, ça variait beaucoup en fonction des populations parce que je rentrais dans des champs qui n'avaient pas beaucoup de population. Je pense que dans nos décomptes, ça jouait entre 30 et 50. Fait que 50 quand tu n'avais pas beaucoup de population, puis 30 quand ta population était quand même élevée. Là. Ça variait pas mal. Fait que oui, les populations dans le soya, quand on prenait nos décomptes de population, il y avait des trous. Il y avait beaucoup de trous. Donc, les champs sont tout le temps plus beaux quand on se promène juste en pick-up. Oui. Hey, pour mention, oui, Jean-Philippe? Pour mention, la Rive-Nord a été la région où il y a eu le moins de gousses cette année. La moyenne, c'est 792 sur 3 pieds par 3 pieds. C'est vrai, il faut spécifier rapidement la méthodologie dans le soya. Mesure 3 pieds, on dit l'espacement qu'il y a entre les deux rangs, on calcule le nombre de plants, on arrache 3 plants au hasard, puis on calcule le nombre de gousses sur chaque plant. Mm-hmm. Dans le maïs, on prend une corde, on mesure 30 pieds, on calcule le nombre de plants sur 30 pieds. Après ça, on récolte le 5e, le 8e et le 11e épi. Puis après ça, on s'en retourne au pick-up. On compte le nombre de rangs et le nombre de grains sur la longueur de l'épi. On mesure aussi toute la partie grain de l'épi. Là, ça nous donne un estimé de rendement. Ça, c'est tout basé sur ce qu'ils font le Pro Farmer Tour. Pro Farmer Crop Tour. Pro Farmer Crop Tour. Depuis 30 ans. Puis, tant qu'à parler de ça brièvement, là, il y a beaucoup de gens, encore j'ai eu un téléphone aujourd'hui, là, pourquoi vous ne faites pas le rendement dans le soya? Vous le savez très bien, là, c'est que quand on fait notre collecte de données, c'est un peu n'importe quoi si on projette un rendement, parce que si on a des bonnes conditions, après ça, les gousses peuvent continuer à grossir passablement, fait que ce que tu vas estimer comme rendement n'a pas d'allure. Là. Fait que c'est pour ça que dans le fond, on compte le nombre de gousses, parce que ça donne quand même une certaine idée. Est-ce qu'on a le potentiel d'aller chercher quelque chose d'intéressant, mais il y a trop de chemin à faire pour dire qu'on est capable de faire une projection de rendement. Voilà. Good. Ensuite, on va continuer Montérégie-Ouest avec M. Claude de la France. Yes. Dans le fond, nous autres, on a parti, je n'aimerais pas toutes les municipalités, parce que on a parti de Saint-Étienne de Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, de Montarouic, puis on a touché Sainte-Martine, Armstrong,
Saint-Denis un peu et Saint-Isidore. OK, tu n'étais pas dans la pointe tout à fait, là. Oui, c'est ça. En fait, c'est une région que mon client me disait qu'il y avait un petit peu de moral bas quand on l'a parlé au téléphone. Mais il y a, comme Annie, on a vu toutes sortes de choses. La constatation est identique à Annie, puis même chez moi, c'est un peu pareil, puis dans notre région. Les champs de maïs, tu vois des très beaux champs de maïs. Si tu rentres dans le champ, cette année, qu'est-ce qu'on est tous positifs? C'est vraiment au niveau de la population. On a des populations incroyables. Je pense qu'on sait tous qu'on a eu un beau printemps, on avait une belle humidité dans le champ, puis nos graines de maïs sont bien germées. Qu'est-ce que moi, j'étais avec un très bon auditeur, puis on constatait la même chose que même dans un beau champ, avec une belle population, les épis étaient variables. Puis j'essaie de me l'expliquer, j'ai pas de réponse scientifique, mais c'était des beaux champs, des épis variables. Pourtant, il n'y avait pas de variance de hauteur, mais c'est dur à comprendre. Puis l'autre chose que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est la pollinisation. Parce qu'il me semble qu'on a eu une belle température de la pollinisation, mais je suis peut-être vraiment dans l'erreur parce que j'ai envie de dire que 75% de maïs que j'ai vu, peut-être 80% du maïs qu'on a vu était mal pollinisé. Qui raccourcit la longueur des épis quand un maïs est moins bien pollinisé. Mais puis le même raisonnement qu'Annie, et puis sûrement les autres, je pense qu'il y a 2 rangées de plus de moyenne dans le maïs. Je pense que le rendement qu'à l'ISTAM 0.66, j'ai quasiment envie de dire qu'il est un petit peu optimiste. Il y a encore des facteurs, le pot spécifique du grain, on sait que ça influence beaucoup. À chaque année, après la journée, je tombe chez nous, puis je prends mes calculs, puis j'ai comparé mes 3 dernières années. Puis honnêtement, j'avais un champ que j'avais quelques échantillons dedans qui étaient moins bons que mes 3 dernières années. J'en avais d'autres qui étaient égales, puis j'en avais un qui était supérieur. On peut prendre ça à 100%, mais ça reflète qu'il va y avoir toutes sortes de choses, puis on se ramène on sait que les vagues dans le champ n'ont pas changé, même pour les produits sont encore là. Il va y avoir, même qu'on rentre avec nos bateaux, il va y avoir des rendements à 12 tonnes, puis dans le même champ, on va avoir des rendements à 9 tonnes, parce que peut-être un peu moins encore, compte tenu du fait que les vagues ne sont pas disponibles, sont encore là. C'est ça, il y a ce qu'on voyait, puis corrige-moi, Jean-Philippe, le plus bas chiffre qu'on a vu, je pense que c'était 652, et le plus haut qu'on a vu, c'est, si ma mémoire est bonne, c'est 13 ou 1400. Alors là, encore beaucoup de variantes. Une chose qu'on a remarqué, ça nous a tout frappé, on était dans une montée très droite. On avait de chaque côté des champs de maïs. Le côté gauche, le champ était fantastique à regarder. On regardait au bout, il y avait une étable, probablement qui avait eu du fumier. Puis l'autre champ à côté, il était plus jaune, puis c'est bien sûr qu'il avait pas de fumier au bout. Je pense que cette année, tous ces petits détails-là doivent rentrer en ligne de compte. Ben, pas juste le fumier, peut-être un retour, un antécédent de foin aussi, là, ça fait pas mal. Là. Je suis d'accord avec toi. As-tu vu beaucoup de VGOH dans ton coin? Pas beaucoup, non. C'est pas quelque chose qui nous a sauté aux yeux. OK. Le soya, moi, mon opinion personnelle, je pense qu'on va être agréablement surpris de notre rendement au soya au Québec. Compte tenu que la grosseur des pins va être plus grosse, et il semblerait que, moi je suis dans l'erreur, ça peut varier, ça peut nous aider à environ 20%. Puis, j'ai vu des gousses à 4 graines, on n'en voit pas beaucoup, mais on en voit. Des gousses à 1 graine, je n'ai pas vu beaucoup, mais moi, j'ai un feeling que dans le soya, puis c'est pas vrai, les producteurs qu'on joue tous les jours, ils sont plus pessimistes dans le soya. Entre autres, les neufs vont être attaqués par les pucerons, peut-être il y a des régions plus pires que d'autres. Je suis persuadé qu'on va être agréablement surpris durant le soya. Dans le maïs,
si on a 10 tonnes pour un sacrifice et le poids de ta méthode de calcul, au contraire, je pense qu'on va être très content. Mais le poids spécifique, personne ne le sait encore. On a un beau mois de septembre, le grain va continuer de rallonger. Ça va aider à avoir Les enfants, les journées qu'on vit des enfants, ça devait 28, je pense, on a rappelé l'auto tout à l'heure. Good. Puis Montérégie-Ouest, est-ce que tu allais souvent te promener dans cette région-là? Parce que toi, tu habites à Saint-Hyacinthe, je crois. Non, ma femme est à Saint-Basile. Oui, j'ai des confrères dans ce coin-là. C'est une très, très belle région. C'est une des belles régions qu'il y a au Québec. Je ne peux pas te faire de dire qu'ils ont eu plus d'eau que normal, mais il faut aussi. Je ne les ai pas estimés, loin de là. Ils ont eu beaucoup d'eau. Ils ont eu 4 pouces, mais dans notre région ici, on a eu 4 pouces. C'est le maïs moins avancé que ce soit le plus, qui est tout à fait explicable, compte tenu que les racines étaient moins fortes. Ils ont dit un petit peu plus. Même si les terres sont bien drainées, 4 pouces d'eau, ça a pris le temps de tout rentrer. Il y a eu du lessivage. Nos champs de maïs, tantôt j'étais à 120, je revenais du bureau de Saint-Hyacinthe à Saint-Mathieu. On voit des belles terres dans la présentation de tous ces coins-là, c'est un petit peu du Québec. On voit des champs de maïs qui sont jaunes, jaunes complètement. On voit qu'il y a des carences. Good. Jean-Philippe, avais-tu une question? All good. All good. Good. On va continuer avec Michael Mathieu. C'était dans Montérégie, Centre-Sud. Exact. Ça, nous, dans le fond, on a fait une run et demie, finalement. On a eu un petit problème de communication au départ. On a parti sa mauvaise route. On est parti de Brossard. On est descendu Brossard-Carignan. On s'est rendu jusqu'à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Puisqu'on a vu que c'était quand même... moi, je suis resté quand même surpris. Là, c'était quand même passablement beau. Là. Le maïs était beau. Les épis n'étaient pas remplis nécessairement, mais c'était quand même beau pour le printemps. Le début de l'été, qui a eu beaucoup d'eau, qui n'était pas ultra chaud. Puis après, ça a été rendu compte qu'on n'avait pas la bonne route. On est reparti de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a monté à Saint-Jean. On a fait la route Saint-Jean-sur-Richelieu, Napierville, la Colle, Saint-Paul, etc. On est revenu jusqu'à Saint-Blaise. Là, dans le maïs, on a vu beaucoup de variations. Principalement, le Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était quand même c'était bien. Les épis étaient beaux. La population était là. Les épis n'étaient pas énormément gros, mais ça avait quand même du sens. Mais aussitôt qu'on est tombé à Napierville, la Colle, on a vu une diminution. Là, les épis, ça tournait plus autour de 5 pouces, 5 pouces et demi là, de long. La population était là, mais il y avait des carences d'azote. Beaucoup de feuillage jauni. Les bas de canne étaient jaunes. Il manquait des grains. Puis on a vu aussi, on a eu 2-3 champs là, dans le coin de la Saint-Paul. Là, il y avait un peu de charbon là, sur les échantillons qu'on avait. Donc, c'est sûr qu'on a vu aussi là, d'un calcul de rendement, on a vu une grosse variation. Là, Saint-Jean, ça tournait autour de 10 tonnes à l'hectare. Là, on s'est ramassé Saint-Paul, tout ça, on était plus autour de 6,5-7. On a vu là, quand même la différence qu'on a vu, les champs, ils paraissaient bien. Là. Le maïs, il était long, il y avait des vagues, mais pas, c'était pas catastrophique. Là. Les rendements, les épis étaient bizarres, là, on va dire, d'un champ. On a échantillonné 2 champs que les épis n'étaient pas pollinisés. Ils étaient en début de pollinisation. Puis, ça va être très variable. Good, parce que moi, j'étais dans Centre-Sud. On avait fait une run, nous autres, on partait de Sainte-Sabine, on montait Saint-Angèle-de-Mont-Noir, Marieville, Saint-Césaire, on finissait, on passait par Ange-Gardien, puis on finissait ça à Farnham. Nous autres, dans notre run, dans le coin d'Ange-Gardien, c'est l'enfer. Tous des petits épis. On a pogné un rang, là, c'était vraiment affreux. Dans ce coin-là, on n'a pas vu de quoi d'impressionnant, mettons, là. C'est pour ça que j'avais demandé à Jean-Philippe s'il pouvait faire les moyennes de rendement sur chaque trajet.
Parce que j'ai guessé que j'étais probablement le pire trajet de la gang. Juste un commentaire. Vas-y, Anne-Claude. Non, vas-y, Claude. Juste un commentaire. Aujourd'hui, c'est hier, et je pense que Kelly l'a fait aussi la même journée que nous autres. On a commencé à faire des journées d'évaluation de matière sèche sur les ensilages de maïs. Et Marilyn, ma fille, me disait tantôt dans l'auto que le taux d'amidon était dans la moyenne. Il n'était pas des bas. Annie, corrige-moi, l'amidon, moi j'interprète ça que c'est le nombre de maïs dans l'ensilage. Je pense que ça renforçait un peu peut-être les chiffres de Jean-Philippe. Si nos amidons dans les ensilages est bien, c'est toujours surprenant la nature, comme tu disais, Annie, tantôt. Je trouve ça positif à dire ce soir parce que je sais que Kenny, mon vendeur me dit à peu près la même chose. Puis Madeleine, ma fille, me disait aujourd'hui qu'il avait fait leur journée et que c'était positif dans l'évaluation des ensilages. Les plants sont plus courts. Ça dépend des régions. Là, dans certaines régions, les plants ne sont pas monstrueux. Fait quand même vrai qu'on aurait un début plus petit, mais dans une plante qui est plus courte, ça fait un ensilage. Ça s'explique. En amidon, c'est la dilution de ton épi à travers ton fourrage, juste que ta plante est juste que ton épi, juste que ta plante est. Les années de sécheresse, parce qu'on a eu des bons rendements avec des petites plantes, ben, les nutritionnistes n'aimaient pas nos maïs parce qu'ils avaient des maïs trop riches en amidon. Mais c'était la sécheresse qui a fait qu'on avait une petite croissance végétative avec des beaux épis qui faisaient un ensilage très riche en amidon. Fait on a des belles plantes de maïs dans certaines régions, mais on n'a pas des plantes monstrueuses qu'on a déjà eues. Mais c'est très variable d'une région à l'autre aussi. Là. Good. Ben, c'est pas si négatif. C'est positif. Ouais. Dans notre métier agriculteur, il faut être positif. On a un beau mois de septembre. Écoute, c'est vrai. Quelqu'un qui nous a parlé, Christian t'en a parlé, on a du bonbon en ce moment pour la maturité du maïs. Pas spécifique, peut-être plus. Les nuits sont chaudes. On a du bonbon en ce moment-là. Est-ce que tu partages, à mon avis, que ça peut, la température qu'on a dans le soya, on peut peut-être aller chercher 20 de plus de rendement compte tenu que les vignes peuvent être plus grosses? Ben, le 20 du rendement, c'est l'eau à la fin de saison. Fait que c'est l'eau du mois d'août. Fait que tant que j'ai de l'eau et que la plante sent qu'elle est capable de continuer, on le voit, il y a des champs, les champs actifs ont commencé à maturer, les champs plus tardifs commencent à peine à changer de couleur. Fait que moi, je me dis que oui, il va y avoir du rendement, de 20 de rendement, tant qu'on ne voit pas les champs déclencher trop vite leur maturité, c'est un signe. Fait que des fois, le monde, mon champ est encore vert, il n'a pas commencé, mais moi, dans ma tête, c'est un signe de rendement, c'est un signe qui continue à accumuler de la matière sèche, c'est pas négatif. Fait que oui, les champs qui continuent à pousser, c'est des champs qui vont faire du rendement. En tout cas, il n'y a plus au mois d'août, c'est pour ça qu'il a manqué. Non. Oui, puis non, parce qu'il y a eu certaines zones qui étaient secs. Il y avait des zones, quand on regardait les cartes d'agro-météo, il y avait quelques zones quand même que c'était sec. Le monde courait, puis moi, je le voyais dans les commentaires chaque semaine, le sondage hebdomadaire. Là, je voyais quelques gens qui me disaient « Ouais, là, moi, j'ai hâte d'avoir de l'eau en tabarnouche. » Mais c'est beaucoup moins pire que certaines années. Là. Puis là, je parle pas de l'an dernier où là, c'était partout. Là. Mais Yes. Bon, Mathieu, tu vas continuer. Avais-tu fini pour le maïs? Étais-tu rendu au soya? Oui, j'avais fait le tour dans le maïs. OK. Dans le soya, un peu même constatation que pour le maïs. Là, la population était là. Les plants n'étaient pas nécessairement très longs. Il y avait quand même, beaucoup de gousses. Là. On avait quand même beaucoup de plants avec une trentaine de gousses, mais souvent plus avec 2 bines, un peu de 3. On n'a pas ni aucun plant avec 4 bines. On n'a pas des plants avec des gousses de tête, on n'en a pas vu du tout. Là. On a surtout pris, on a eu 3-4 champs là, que les têtes étaient encore en fleurs. Peut-être qu'avec un mois de septembre qui va s'étirer avec la chaleur, peut-être avoir un peu de gousses de tête là, qui vont se faire, mais sinon,
c'était quand même c'était variable aussi. Là, ça variait entre 500 gousses à, là, je pense, le maximum qu'on a touché, c'est 900 là, dans notre région. Là. Ça a été dans le top. Des champs aux 30 pouces avec les rangs fermés, il n'y en avait pas beaucoup, sinon pas. Là. Puis on a des champs de semi-direct là, aux 30 pouces, on se promenait entre les rangs sans se faire toucher par le feuillage. C'était vraiment... Puis le soya, il était très court. Sinon, pas de maladie. Là, on n'a pas vu de maladie du tout là, pour le soya. Au moins, il y avait ça qui était encourageant là, pour la région. Parfait. Merci beaucoup. Jean-Philippe, avais-tu des questions à poser à Michael? Non, moi, en fait, l'histoire se répète d'une personne à l'autre, c'est à peu près tout le temps le même commentaire, mais non, pour l'instant, non. OK. Bon, c'est bien parfait, ça. Un gros merci à Michael, parce que moi aussi, de mon côté, dans Montérégie Centre-Sud, du soya, 30 pouces, qui fermait les rangs, on n'a pas vu. Des têtes de gousses pleines, des têtes de plein, 0 plus une barre. Ça, c'était vraiment décevant. C'est le fun de voir ça, des têtes pleines, mais là, cette année, c'est ça, il n'y en a pas. Mais c'est sûr que, vu qu'on a eu de la pluie quand même en août, l'année passée, je me souviens, le soya avait mûri, c'était vraiment sec, les bines étaient petites. On peut avoir des bines plus grosses, ça va augmenter le rendement. Fait que, on va prendre tout ce qu'il y a parce que je ne suis pas sûr qu'on aille vraiment là, des records de rendement cette année. Là. Mais au moins, on devrait couvrir le coût de production avec le prix du soya. Fait que, si on a fermé dans le bon temps, surtout là. Hey, Jean-Philippe, tu voulais faire, toi, t'as pas fait. Tu sais, tu organises la tournée des grandes cultures, mais tu n'as jamais vraiment participé. Tu dois rentrer dans un champ de blé d'Inde. Oui. En fait, c'est seulement depuis 3 ans que j'arrive pas, j'ai pas le temps. Là. Mais j'ai participé à la tournée toutes les premières années. J'ai été à celle aux États-Unis aussi 2 fois. Fait que non, je suis un habitué en match. Je l'ai faite à 2, à 3, à 4. Fait que c'est ça. Fait que non, mais là, cette année, j'étais dans Montérégie-Est, en fait, plus le poste de commande. Mais ce que j'aime beaucoup de faire ça, c'est qu'évidemment, moi, j'accueille toutes les équipes. Puis toutes les équipes, là, ceux qui le savent, là, puis Daniel, tu m'as vu, là. Moi, j'aime bien accueillir tout le monde, puis là, prendre 10 minutes avec tout le monde pour voir, bon, ben, toi, qu'est-ce que tu as vu? Puis je fais par exprès parce que là, tout le monde se met à jaser autour. Hein? Là, je dis, non, parle-lui pas. Je veux juste qu'il me parle à moi pour ne pas influencer trop les commentaires, tu sais. Fait que je reçois beaucoup de belles informations. Je voudrais, les commentaires que j'ai eus beaucoup en Montérégie-Est, c'est essentiellement les mêmes que les vôtres. C'est-à-dire, si on regarde, bon, on commence par le maïs. Du côté du maïs, dans le fond, c'était vraiment la longueur d'épi qui ressortait continuellement, qui était très, très, très variable. Mais la population était quand même là, encore une fois, comme vous l'avez dit. Le nombre de rangs aussi était quand même pas pire aussi. Il y a des régions qui étaient un peu plus, là, dans la Montérégie-Est, qui étaient un peu plus positifs, d'autres moins. Toute la région, là, puis c'est le fun pour eux parce qu'il y avait une année tough l'an dernier, là, le coin Saint-Denis, Saint-Marc, là, tous ces coins-là. On dit que c'était très, très beau cette année. Dans le coin de Sorel aussi, semble-t-il que c'était très beau. Ouais. Fait que Varennes-Verchères aussi. Fait que tous des secteurs qui sont très beaux cette année. Mais évidemment, il y avait des régions qui étaient un peu moins belles. Ce qui est ressorti aussi beaucoup des commentaires, c'était, puis vous l'avez dit là, au travers de vos commentaires vous-même, là, autant maïs que CA, les gens regardent les champs, puis tu dis, waouh, tu penses que ça pourrait être pas pire. Mais une fois que tu rentres dedans, ben là, tu fais, oh, ouais, je suis comme déçu un peu, mettons, je pensais, puis c'est vraiment avec la variabilité de l'épi dans le cas du maïs. Puis dans le cas du soya, c'est vraiment ce que vous avez dit, je ne savais pas, Annie, toi, ton décompte, ben, ça se reflète dans les chiffres que j'ai au final. Mais tu avais le décompte du nombre de gousses, c'est tel que tel, mais c'était vraiment la présence de fèves d'un gousse. Tout le monde m'en a parlé. Moi, du 2-3, toi, dans ton cas, Annie, c'était plus 1-2 même, qui est ressorti beaucoup dans les commentaires. Puis évidemment, les têtes, là, il n'y avait pas grand-chose, fait que ça décevait. Mais c'était à peu près les mêmes commentaires que vous. La seule chose que je ressortirais par rapport à vos commentaires, c'est vraiment, comme j'ai dit, là, certains secteurs qui étaient quand même très bien, qui ne l'étaient pas, là, puis ça faisait 2 ans, même dans certains cas, que ça avait été assez tough. Là. Fait que voilà. Mais sinon, les autres choses
sais, tantôt, quelqu'un a mentionné du charbon dans le maïs. Annie, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que le charbon, on m'a toujours dit que c'était une maladie de conditions sèches. Fait que là, de qu'est-ce que c'est? Écoute, du charbon, j'en vois pas tant que ça. Fait que puis les boules de charbon qu'on voit, que j'ai vues, en tout cas cette saison-ci, ils sont sur la tige, ils sont pas sur l'épi. Fait que je sais pas, là, quand je parlais de charbon, est-ce que j'ai vu une boule de charbon, mais était où la boule de charbon? Est-ce qu'elle était sur le bout de l'épi ou était attachée après la tige à un certain niveau? Pour dire que j'ai vu beaucoup de charbon sur l'épi. Écoute, tu rentres dans un champ, t'en vois un, puis tu repars, t'en as vu juste un. Fait que, je peux pas dire que c'est majeur. Fait que oui, j'en ai vu, mais pas pour dire que je rentre dans un champ et que j'ai un 10 d'infestation. Mais pas les boules que je voyais, ils n'étaient pas sur l'épi, ils étaient sur la tige. Ça, c'est un bris mécanique qui vient briser la tige, puis là, le corps est rentré. Et quand mon charbon est sur l'épi, c'est une sécheresse à la pollinisation où est-ce que mes soies ne sortent pas parce que les soies, c'est composé d'eau. Puis que là, quand elles sortent, il n'y a plus de pousseur, il n'y a plus de pollen parce qu'elles ne sortent pas en retard. Puis que là, c'est les spores de charbon qui colonisent la soie. C'est pour ça qu'il y a une différence où est-ce qu'il est le charbon par rapport à ça. Mais oui, j'en vois un peu, mais ce que j'ai vu, c'était sur la tige. Là, je fais juste lever la main. Là. C'est juste qu'il y a eu des mentions de charbon. Il n'y a pas personne qui m'a dit qu'il avait vu plein de charbon à grandeur. J'étais juste surpris parce qu'on m'avait toujours dit. Puis moi, tu sais, je le dis tout le temps, je suis un agronome défroqué. Là. Je connais rien dans le champ, là, ou très peu. Fait que j'étais quand même surpris que les gens me parlent de charbon cette année. Là. Mais c'est intéressant ce que tu dis, je ne savais pas. On a beaucoup des bouts pas finis. Ben, ça nous parle d'un stress jusqu'à un certain point. Fait que ça peut peut-être entrer en lien. Plus que tu as du nosing back, plus que tu as des grains avortés, c'est peut-être ces champs-là que peut-être que tu as vu plus de charbon puis que tu dis qu'il y a eu un stress à pollinisation à quelque part. Là. OK. J'ai un commentaire, puis en tant que producteur puis participant de toute l'industrie, j'ai un peu, comme je disais tantôt, de ça, je suis vraiment plus optimiste que l'ensemble. Puis Annie, j'aimerais ça que on pose souvent des questions, ben, c'est quoi qui est notre référence agronomique. Moi, j'ai des craintes dans le maïs à la maturité. En sens, je suis persuadé qu'il va se rendre à la maturité, mais le maïs qui est jaunâtre un peu, qui n'est pas vert foncé présentement, ça ne prend pas un coup classique de savoir qu'il tire sa tige énormément. Aujourd'hui, j'ai rentré dans un champ agratif et j'étais estomaqué de voir comment la tige était sec. Si je me projette dans 2 puis 3 semaines, les maïs avec des unités économiques qui vont avec nos régions, les tiges vont être de plus en plus secs. Première question, le poids spécifique, sûrement, est-ce qu'il va en manger un coup ou s'il va tout le prendre de la tige? Puis ça va faire, moi, ma réflexion en tant que producteur, j'ai peur que ça fasse un maïs fragile à récolter. Là, en ce moment, ça pense à se reproduire, donc elle va tout donner au grain. Fait que c'est pour ça qu'elle va vraiment tout donner. Fait que si elle a assez de jus pour le rendre jusqu'au bout, elle va tout donner, mais oui, la tige, elle s'affaiblit. Fait que du moment que je commence à voir la feuille jaunir puis la tige s'affaiblir, ben, c'est pas des maïs que tu récoltes tard saison. C'est probablement les maïs que tu vas récolter, sortir du champ en famille parce que oui, s'il vient un coup de vent puis j'ai plus de santé de plantes dans le champ, ben, c'est un risque de veste. Et le point spécifique, oui, il y a la maturité physiologique, mais il y a le séchage lentement au champ. Fait que si on le regarde l'année passée, je me suis rendue à maturité physiologique naturellement. Après ça, mon maïs, on a récolté les maïs l'année passée, on récoltait à 22, 23, 24 d'humidité. Le séchage lentement au champ t'amène le deuxième côté du poids spécifique par rapport à que je récolte à 28, 29 et que j'essaie de le sécher dans un séchoir. Il y avait les deux facteurs l'année passée. Moi, je pense que si le mois de septembre continue à on va se rendre à la maturité physiologique. Là, la période de séchage naturel au champ, ben, écoute, on va voir dans la nature ce qu'elle va nous lancer dans 3 semaines. Mais je suis d'accord que si on se vide la canne pour donner tout au grain, ben oui, ça peut faire des problèmes de tenue tard en saison. On va se croiser les doigts d'avoir 2019, là, c'est bon pour plusieurs années sans voir ça. Ouais, ça, c'était assez l'enfer. Question comme ça, pour en revenir au charbon, est-ce qu'il peut y avoir de la recherche génétique
qui a été faite, mettons, pour des maïs qui sont peut-être plus résistants au charbon? Parce que, il me semble, ça devrait être plus fréquent que ça. T'sais, à ça, c'est rendu assez rare qu'on envoie du charbon, là. Ben, le charbon commun, il ne faut pas mélanger le charbon de tête et le charbon commun. Okay. Ce qu'on voit plus souvent au Québec, c'est le charbon commun. Puis il y a des différences génétiques. Fait que n'importe quelle maladie va toujours avoir des différences génétiques. Est-ce qu'on screen pour ça? On en voit tellement peu à cette heure que c'est difficile de faire une sélection d'hybrides par rapport au charbon commun parce qu'on n'a pas assez d'environnement où est-ce qu'on va avoir des années avec du charbon pour être capable de sélectionner. Fait que, mettons, à travers le 7 ans d'un hybride quand il est avancé, est-ce qu'on a eu une année où est-ce qu'on a eu assez de charbon commun pour être capable de dire je suis capable de scorer? Fait que, mais oui, il y a des différences génétiques dans le champ en ce moment. Et ça se peut que l'amélioration génétique avec 14 en voit moins. Et si tu rentres dans une parcelle, tu peux voir des différences. C'est soit une différence de timing, de floraison qui peut avoir un impact, ou tu peux avoir un timing de sensibilité du produit, mais tout ce qui se passe à la floraison, il faut toujours penser, est-ce que c'est vraiment la génétique ou c'est le timing à laquelle le produit est arrivé à la floraison? Fait, on marche des personnes en ce moment qui, mais actifs sont pollinisés jusqu'au bout, et les tardifs peuvent avoir du nosing back. Fait, des fois, on va penser c'est l'hybride, mais il faut toujours penser quand est-ce qu'il fleurit et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là quand on compare des différences de maturité. OK. Merci beaucoup. Ensuite, Jean-Philippe, as-tu d'autres choses à rajouter? Non. Peut-être les résultats. Les résultats, je veux dire, tu arrivais à 10,66 tonnes à l'hectare dans le maïs. 68. Je vais rajouter quelques éléments par rapport, parce que pendant que j'y suis, là, parce que là, il faut retenir une chose. Premièrement, le 10,68, c'est une moyenne. Hein? J'ai quand même un écart type à travers ça. Il ne faut pas prendre pour du cash. Ça peut être un petit peu plus bas, ça peut être un petit peu plus élevé. Déjà là, il y a quand même des statistiques derrière ça. Puis la deuxième question que j'ai eue aujourd'hui, d'ailleurs, c'était de David, Claude, que tu connais bien, je pense, qui m'a posé la question. Puis parce que des producteurs se posent la question, est-ce que je tiens compte des superficies ensemencées selon les régions? Autrement dit, est-ce que je tiens compte dans mes données de, OK, ben, telle région, ils en produisent plus, telle région, ils en produisent moins, puis est-ce que ça peut avoir une influence sur les données? La réponse, c'est oui. J'en tiens compte, c'est-à-dire que je tiens compte des superficies semées dans chacune des régions. Fait que si c'est semé plus de maïs dans une certaine région, elle va avoir plus de poids qu'une autre région qui a eu moins de maïs. Puis là, cette année, là, de mémoire, c'est 15 aussi de régions qu'on ne couvre pas dans le maïs et dans le soya, là, rapidement. Là. C'est-à-dire, exemple, région de Québec, on ne touche pas à ça pour l'instant, Estrie non plus, etc. Fait qu'à partir de là, j'en tiens compte quand même dans mon analyse de données. OK? Fait que ça, c'était pour répondre. Un autre point aussi, variabilité. On peut-tu. Ça fait depuis 2014 que je fais la tournée, là. On l'a commencé en 2014. Il n'y a pas une foutue année que personne m'a dit hey, c'est variable. C'est variable, c'est variable, c'est variable. Tout le monde me dit à chaque année, c'est variable. C'est comme le mot-clé, variable. Fait qu'au final, c'est tout le temps variable. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette année, dans les résultats que j'ai présentés, j'ai sorti l'historique des données que j'avais en variabilité pour que les gens le voient et que le voient peut-être, prennent un peu en perspective. C'est sûr qu'il y a des variabilités, mais l'an dernier, on a dit la même chose. Claude, je m'en rappelle, on a eu cette discussion-là. Là, tu me dis, hey, ça va être variable, ça va être variable, ça va être variable. Puis là, vous me dites la même chose cette année. Ton analyse, Jean-Philippe, population, on a tout dit, toute la gang ce soir, on constate qu'on a plus de population. Est-ce que tu es en mesure de voir une différence cette année comparé des années antérieures, entre autres la Oui, tout à fait, tout à fait. Là, je les ai, les données devant moi. Là. Voyez-vous, comme la population moyenne cette année, c'était 54. Notre record de tous les temps, c'était 55. Puis, ce qui est intéressant, c'est en 2018. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas tant de variabilité que ça par rapport à des années comme l'an dernier, par exemple. L'an dernier, c'était une vraie grosse variabilité qu'on avait dans la population. OK? Mais là, on n'avait pas une population si variable. Au niveau des rangs par épi, ouais, vas-y. L'année que tu as eu 55 de moyenne, c'est-tu l'année que tu as eu ton meilleur rendement? Non, le meilleur rendement, c'était 2017. Puis la moyenne de population, c'était 2018, 55. OK? Parce que, tu sais, c'est vraiment 3 paramètres qu'on a qui sont quand même importants. Tu as la longueur de l'épi. Après ça, ben, tu as le nombre de rangs. Puis après ça, ben, tu as la population. Fait que, tu sais, si je regarde, exemple, 2018,
les rangs étaient très ordinaires, le nombre de rangs, là, 15,9. Puis après ça, 2018, la longueur des épées n'était pas là. Vraiment pas. Beaucoup moins même que cette année. J'avais une moyenne de 6,2. Ben, pas beaucoup moins, mais 6,2. Cette année, on était à 6,4. 6,4. Cette année? Ouais. Fait que, tu sais, ces 3 paramètres-là peuvent quand même avoir un bon impact, là, à mon avis. Là. Cette année, c'est une année qui a un gros clash. Là. Bonne population, bonne longueur. C'est sûr que ça doit donner du temps pour le championnat. Nombre de rangs. Pas la bonne longueur, là, mais le nombre de rangs. Fait que le potentiel est là, mais je suis quand même pas en désaccord avec ce que tu dis depuis 10,68. J'ai jonglé avec mes chiffres pendant un moment, là, à regarder un peu tous les paramètres que j'avais. C'est sûr que quand on lance un chiffre, on ne fait pas par exprès pour lancer n'importe quoi. Là. Fait que voilà. Fait que 10,68. C'est ça qui est ça. Quand tu as fait ta présentation à l'Expo Champ l'autre fois, tu avais parlé de 2019, le nombre de grains en longueur était plus long que la moyenne des autres. Mais il faut dire aussi qu'en 2019, les épis n'étaient pas jaunes, ils étaient encore blancs. Oui. Oui, effectivement. Ben, en 2019, cette année, on a un nombre de rangs par épi. Oui, c'est ça. Le nombre de rangs, c'était un record, ça, c'est bon. Mais toi, tu parles du nombre de grains. Attends un peu, je vais aller chercher. 2019, on était à 34,4. Mais encore là, comme tu dis, on avait fait très tôt cette année-là la tournée. On l'avait fait 2 semaines plutôt qu'à la normale. Oui, Fait que puis ça se peut aussi, très bien que. l'année n'avançait pas non plus. Là. Effectivement. Il y a un de mes producteurs qui mentionne qu'en 2018, il y avait eu un gel hâtif. Oui. Des gels hâtifs, depuis le début de la tournée, on en avait eu en 2014 aussi. La première année qu'on avait fait la tournée, je vais m'en rappeler en tabarnouche, parce que c'était ma première évaluation de rendement que je faisais avec ces chiffres-là. Je me disais, je fais quoi avec le gel hâtif, tu sais? Fait que c'était le 19 de mémoire, 19 septembre qu'on avait eu un gel hâtif en 2014. Après ça, on en avait eu un, c'est pas 2015 ou 2016, quasiment l'année d'après, on avait eu un gel hâtif aussi. Ce qu'on n'a pas eu en passant cette année, c'est des gels des gels tardifs. Des gels printaniers. Annie, est-ce que tu penses que la maturité, on est-tu correct dans la maturité ou ça tombe? Parce qu'on est rendu demi-millet, là? Quand on est rendu à 50 mais de maturité, il nous reste à peine 2 semaines. Puis là, il fait chaud. D'habitude, le maïs, il commence à ralentir. Les filles sont en bas de 10 degrés Celsius, le maïs arrête. Là, on n'a pas de nuit. On en a eu 1 ou 2 là, qui a fait 8 ou 9 là, à Louisville. Là. Mais sinon, si je regarde la tendance 14 jours, là, toutes les nuits sont à 13, 14, 15. Puis on a des journées à 4, 10. Fait que je pense que la différence quand tu arrives au mois de septembre, si tu n'as pas nu en bas de 10, le vent, il roule plus le temps, il n'arrête pas par rapport à une année où les nuits tombent en bas de 10. Puis là, ben, il marche, il arrête, il fonctionne, il arrête. Fait que pour l'instant, quand je regarde tendance 14 jours, on a vraiment 2 belles semaines avec des températures et du soleil. La luminosité est au rendez-vous. Puis ça, c'est super important à date qu'on est là. Fait que je pense que c'est ça qui va faire la différence des deux prochaines semaines sur la maturité du maïs. Il va aller plus rapidement que tu es habitué de voir dans la moyenne. Ça veut dire que le point noir va arriver dans 2 semaines. Ben, écoute, à 50 de ligne de maturité, là, puis peut-être plus vite avec les conditions qu'on vit là en ce moment, là, ça peut aller assez rapidement. Oui, c'est chaud. Hein? Puis une chose qu'il faut penser sur le rendement, là, on focus énormément sur les 3 épis, mais je pense que pour ceux qui conduisent des batteuses dans le champ, je pense que la vague, le capteur de rendement ne sera pas égal. Fait que le rendement, la moyenne élevée, c'est quand ton capteur de rendement reste tout le temps égal tout le long du champ. Là, ce qu'on va voir, autant d'un capteur de rendement, ça va être ça, avec une moyenne à la fin. C'est pour ça que je pense qu'on focus énormément sur la prise de données, mais ta prise de données puis la constance de ton capteur de rendement dans le champ, c'est ça qui va jouer la donne. Si on a une grosse automne qu'on pense qu'on va avoir, je pense que la fluctuation va être moins grande parce que le blé blanc en retard va prendre le temps de rattraper et de sécher et d'avoir du poids. Mais si jamais on ne se sent pas là, ben, notre vague va peut-être être un peu plus grande. Ça va être toute la différence, c'est le vague qu'on va voir sur le moniteur. Je regarde une photo que j'ai, je prends des photos de la mesure de végétation dans mes champs. Puis en 2020,
le point noir est sorti le 16 septembre. Alors, on est le 7 aujourd'hui. On peut peut-être être chanceux vers le 16-17 septembre trouver le point noir sur certaines hybrides. Quand tu parles de vagues dans le champ, là, dans le haut de la vague, on prend une photo du capteur de rendement. Oui. On dit c'est le même partout. C'est le même partout. Ah, regarde, ça dessus. On va savoir son où. C'est ça le truc. Good. Jean-Philippe. En fait, moi, j'aurais une dernière question Oui. pour tout le monde, en fait, sur les anciens comme les nouveaux. Y a-t-il des choses que vous verriez qu'on pourrait améliorer dans la tournée? Parce que moi, je suis toujours en quête, tu sais, puis j'ai eu plein de propositions, plein d'idées, mais j'aime bien poser la question aux gens à chaque année, parce que s'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut rajouter, ben les idées sont les bienvenues, évidemment. Là, tu sais, c'est pas... c'est quelque chose qui est évolutif, comme j'aime à dire. Fait qu'avez-vous des idées, des suggestions que vous voyez rapidement? Moi, je vous en mentionne 2 rapidement pour partir le bal, parce que c'était des choses que j'ai entendues et que j'ai discuté un petit peu. Un, peut-être qu'avec l'application, on pourrait calculer aussi, quand on a du type back, la longueur du type back. Je pense que ça pourrait être une information intéressante à ramasser à chaque année. Tu sais. En ce moment, tu sais, les gens me disent, OK, on a beaucoup de type back, mais de combien on a beaucoup de type back? C'est ça qu'on ne sait pas. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant. Des fois, c'est à la limite pour qu'on puisse rentrer des données dans l'application. Il ne faudrait pas trop en rajouter. Ça va bien aller l'année prochaine. Puis l'autre chose, je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, mais je vais terminer avec mon autre chose aussi, c'était le nombre de fèves par bin. Essayer de trouver une façon de peut-être faire une statistique sur le nombre de fèves qu'on a à chaque année. Je pense que ça aussi, ça pourrait être intéressant, ça pourrait nous rendre un petit peu plus précis. Qu'en pensez-vous? Genre, mettre toutes les gousses sur le panneau du pick-up et faire les décomptes pour le fun ou... Ben, peut-être pas toutes les gousses, mais peut-être prendre un plan au moins. Puis, un plan, puis tu dis, bon, ben parfait, j'ai pas moi, 10 gousses de 2 gousses de 1, puis tout le reste, c'est des 3 puis des 4. Là. Quelque chose comme ça. Il faut que ça soit pratico-pratique, là, on s'entend. Oui, il ne faut pas trop que ça rallonge le temps non plus. Là, parce que plus que l'arrêt est long, moins plus ça prend du temps à faire 15 échantillons. Là. Exact. Qu'en pensez-vous? Parce que si on rajoute des affaires de même, ça parlait quasiment des équipes de 4 rendues là. Je sais pas. Moi, j'essaie juste de voir comment rendre les données plus précises. Oui. Ça, c'est un bon point. Ça travaille bien 4 dans un pick-up auto. C'est pas important. C'est 2 lattes de lingue, 2 lattes de yeux, ça va bien. Oui, absolument. On était tout à fait ça à 3. Maintenant... Ah, vas-y. Ouais, absolument, on fait tout le temps ça à 3. 2 dans le Bledin, 1 dans le Soya. Puis, tu sais, il pourrait en avoir une, mettons, qui reste au véhicule puis qui prend toutes les données. Fait que pendant que les 2 autres font des calculs, ils calculent le nombre d'épées. Il y a quelqu'un d'autre qui rentre les affaires, mettons, dans l'application ou des affaires de même. Là. Mais là, tu sais, on a déjà une limite pour trouver le nombre de bénévoles qu'il faut. S'il faut en avoir encore plus, ça va être un autre défi supplémentaire. Là, cette année, ça a très bien été. Le défi avec les... On n'a jamais eu de problème avec les bénévoles en tant que tels, en passant, là, si on peut en parler. Le problème, c'est plus que je me ramasse avec beaucoup de monde dans certaines régions. Puis là, c'est à chaque année, ça alterne, là, certaines régions, à part la Montérégiesse. Là, à un moment donné, il y a une année, il y a moins de monde dans cette région-là, mais tout le monde s'est garoché dans une autre région. Fait que c'est pas nécessairement le nombre de participants, autant que c'est variable selon les régions, tu sais. C'est ça, comme cette année, le centre du Québec et une bonne partie de la Montérégie-Est, c'était tout avec une grosse équipe de William Wood, tu sais. Ah ouais, ben là, ils m'ont posé un lapin sans le savoir, là. Ils sont tous inscrits le même jour dans le centre du Québec. Fait que ma journée était en l'espace de 2. La région était pleine en l'espace de 2 jours. Ben, c'est correct. Moi, tu m'as envoyé dans Montérégie Centre-Sud, puis tu sais, j'encourage le monde de changer de région pour découvrir un peu. Fait que j'ai découvert Centre-Sud. Fait que c'est le fun. J'ai fait des chemins que j'avais jamais fait avant, là. C'est ça que j'aime dans ces tournées-là. C'est de se promener dans les rangs et de checker des champs. On va amener Annie sur la Rive-Sud, là. Ben, écoute, quand on s'est rencontrés d'autres le matin, il y avait des gens qui pensaient d'être dans d'autres régions. Fait qu'ils disaient, ma tournée, moi, tu sais, il dit pas ici que j'ai à faire et je vais aller sur la Rive-Sud voir autre chose que mon petit
mon petit coin de pays. Fait que je pense que quand il s'est inscrit, il n'avait pas vu qu'il pouvait s'inscrire dans différentes régions. Fait que lui, quand il s'est inscrit, il avait dit je viens de là. Mais je pense que quand il s'est inscrit, c'est de comprendre que tu peux t'inscrire dans d'autres régions. Il n'avait pas compris comme ça. Là, le formulaire ne pouvait pas être plus clair que ça. Là. Un bon commentaire qui vient d'élever d'un bon producteur. Ça sera le fun d'avoir des images par drone dans nos champs enquêtés. C'est un bon point. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, surtout cette année. Mais bon, c'est pour avoir une image du champ. Par contre, statistiquement parlant, c'est pas ça qui va nous donner un plus pour le décompte, mais c'est vrai que c'est un bon point. Avec les drones, ça le fait. Parce qu'il y en a eu des images de drones cette année. Je pense que c'est Guillaume Leblanc de Pioneer qui en avait apporté un. Des méchantes belles photos, sauf que le faire à chaque champ, tu rallonges le temps d'enquête aussi. Là. Puis on a déjà engagé aussi, je pense que 2 années de suite, on avait engagé Drone des champs. Drone des champs. Puis il avait fait des superbes images, mais c'est la seule chose qu'il faisait de sa journée. Mais c'est vrai que c'est super beau, c'est super intéressant. Mais je ne sais pas si M. Gervais voulait mentionner d'utiliser les drones pour faire le calcul, parce que ça se fait des calculs de rendement par drone, à ce que je sache. Là. Vous pouvez me corriger, là? Est-ce que ça se fait? Il y a des modélisations qui le font, là. Oui, il y a un gars qui s'est spécialisé, justement, qui reste en Beauce, qui est spécialisé là-dedans, là, on peut l'engager pour parcourir nos champs, là, puis sortir des approximatifs de rendement. Il prend une photo d'imagerie satellite parce que ton épi est caché dans le feuillage. Fait que ton drone, comment tu fais pour calculer? J'ai pas demandé exactement comment il fonctionnait. Là. Je sais mais il y a une application là, qui a fait monter là, par les images que son drone prend, puis selon la hauteur des plans, puis tout, là, il réussit à te dire où est-ce que tu peux avoir des baisses de rendement. Après ça, il faut que tu compares avec tes cartes de rendement que tu as avec la batteuse. Et puis, il te sort une carte de rendement selon ce qu'il a vu dans l'été, puis il est capable de détecter aussi des carences là, en général dans ton champ. Mais on faudrait lui demander exactement là, comment il fonctionne. Là, moi, je ne l'ai jamais engagé, là, mais je sais qu'il m'avait dit qu'il faisait ça. Là. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il a commencé. Là. OK. Hey, Annie, Pioneer avait sorti une application il y a 2 ans, me semble, que tu pouvais comme prendre une photo de ton épi de maïs et qui t'évaluait un rendement. Ça marche-tu encore, cette application-là? Elle existe encore? Vous avez Granular Insight et vous allez dans les outils. Mettons, tu irais dans ton champ et tu regardes dans outils, tu as encore la photométrie où tu prends ton épi en photo. Fait que tu rentres ta population, puis tu prends la photo de l'épi, puis la photo est capable de détecter les grains. Puis, ce qui est important, c'est le poids au grain. Parce que là, il te demande de rentrer un poids au grain. C'est ça qui va varier énormément dans ton calcul mathématique, Jean-Philippe. Quand tu calcules ton nombre de rangs, ton nombre de grains, mais selon les unités thermiques, ça peut varier entre 80 000. Pioneer a sorti une étude à un moment donné, mais tu peux passer entre 80 000 et 120 000 grains dans le boisseau. Fait que ça change énormément. Fait que quand que tu rentres dans ton application et tu te demandes un poids au grain, ben, dans l'étude, ils montraient que les hâtifs, maintenant pour notre région, il faudrait peut-être mettre plus de 110 000, qu'aux États-Unis, ils mettent 80 000 grains. Fait que ça joue énormément dans ton rendement à la fin. Mais oui, elle fonctionne encore très bien, l'application. OK. Bien là, dans le fond, j'ai appris avec cette application-là, avec le 80 000 grains, que dans le fond, un boisseau de maïs, ça l'équivaut à peu près à une poche de semences. À peu près. Mais la réalité du Québec, c'est plus que tu as plus de grains dans ton boisseau. C'est pour ça que si, mettons, dans ton calcul de rendement, tu rentres 80 000 grains, comme on a tout le temps appris à faire l'équation, ben, dans l'étude qui ont sorti, ben, pour les hybrides plus actifs, tu as probablement plus 110 000 grains dans ton boisseau que 80 000 comme dans les unités thermiques super interdites des États-Unis. Je pourrais te partager cette étude-là, mais ça change quand même ton calcul mathématique de pas mal. Parce qu'on a tout le temps des super rendements avec cette application-là. Il y a vraiment le fun pour ça.
Et non, Philippe, je n'ai pas cet ordinateur-là dans ma batteuse. Ah. Bon. Alors, une autre question agronomique. Le nombre de rangs est un petit peu plus élevé que la moyenne, bien sûr, que les années antérieures. On dit tout le temps qu'au mois de juin, c'est là que le potentiel du rendement se fait. On a eu un méchant beau départ. On a eu des belles conditions de semis. Un méchant beau départ. Le mois de juin, parce que chez nous, il y a bouilli à tabarouette. Mois de juillet, après ça a choqué. Comment ça se fait qu'on a plus de nombre de rangs pendant le stress de pluie? Je pense que c'est déterminé entre 6 à 8 feuilles. Il faut juste penser que le maïs il a décidé qu'il était capable de faire ce potentiel de rendement à 6 à 8 feuilles. 6 à 8 feuilles, c'était passé le stade des herbicides quand on regarde ça. On avait passé peut-être les grosses pluies, mais il y a quelque chose que dans son processus physiologique, en 6 à 8 feuilles, que lui, je suis capable de faire ce potentiel-là de nombre de rangs. 2 semaines avant pollinisation, c'est la longueur de l'épi. Après ça, il y a une pollinisation qui détermine s'il est capable de tout faire ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans cette vague-là. Des fois, on n'a pas réponse à tout, malheureusement. Good. Donc, ça conclurait pas mal le bilan de la tournée des grandes cultures du Québec 2022. Tout à fait. Tout à fait. Good. Juste un commentaire. En tant que producteur, nous, on a toujours hâte de le faire. Sincèrement, on le fait pour l'organisation, mais chaque fois, on voit des choses en tant que producteur qui peuvent nous intéresser. C'est pour ça que j'encourage que nos producteurs participent de plus en plus chaque année parce que c'est toujours bon de regarder ce que c'est négatif, de regarder comment nos voisins font. Puis des fois, quelque chose dans la journée, ça nous apporte plus pour le restant de notre carrière. Good. Merci beaucoup. Jean-Philippe, avais-tu quelque chose à rajouter pour le mot de la fin? Simplement remercier de nouveau tous les partenaires. Là, je ne les renommerai pas tous et toutes parce que là, ça en fait quand même plusieurs, mais je les remercie. Les participants aussi, les bénévoles, ceux qui se sont impliqués. Puis aussi les parrains, j'en ai pas parlé beaucoup, mais maintenant la tournée est chapeautée par des parrains, ça je peux le mentionner. Là. Donc PGQ, Réseau Végétal Québec, via pôle d'expertise et là, je dis encore l'ANCQ, là j'ai de la misère encore avec leur nouveau nom, c'est Commerçants de grains du Québec. C'est bien ça, Claude? Ça se peut-tu? Ou Michael? Oui, exact. L'Association des commerçants à grains du Québec. Merci. Donc, c'est les 4 parrains qu'on a pour la tournée, donc qui chapeautent ça et qui, vous ne le voyez pas, mais on a des rencontres régulières pour les orientations de cette organisation-là. Donc, merci à ces parrains-là. Et donc, c'est ça. Merci à tous. Merci à vous aussi d'avoir été là ce soir pour commenter la tournée. Très apprécié. Un gros merci à Daniel, en face de moi. Merci Annie, merci Claude et merci Michael d'avoir participé au podcast live de ce soir. N'oubliez pas, la semaine prochaine, le 14, le spécial élection. Oui, on va checker tout le programme agricole de chacun des partis politiques. Je sais que ça fait le tour pas mal, là, ce que QS a proposé, là, Famine Express, là, mais en tout cas, on va en reparler plus tard la semaine prochaine. On va refaire un dernier live pour l'état des cultures au mois de décembre, après la récolte. En principe. On ne sait jamais. Comme 2019, là, au mois de décembre, on était encore des récoltes. Mais en tout cas, parce que là, d'ici à récolte, il ne se passera rien. Là, ça ne sert à rien de faire un bilan de tout ça. Donc, ça va aller après ça, après les récoltes, en principe, au mois de décembre. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Salut!